Cap fixé pour le nouveau gouvernement dirigé par Choguel Kokala Maïga. C'était lors du premier conseil de cabinet présidé par le Premier ministre. 2 points essentiels à retenir dans le discours inaugural du chef du gouvernement: relever les grands défis de la transition et répondre aux aspirations populaires. Ils sont de retour, ce sont les pèlerins maliens. Le premier vol de la compagnie Egypte Air avec à son bord des 190 pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé ce mardi matin. Nous, désormais Hadj et Hadja, se réjouissent d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Rencontre dans cette édition de certains anciens de la Biennale. En prélude à cette rencontre culturelle, nous serons dans les souvenirs ce soir avec Boubacar Sankaré, à qui ils se sont confiés. Nous quitterons aussi Madame le ministre des Transports, toujours en rapport avec la Biennale artistique et culturelle. Damele Madina Sissoko invite à la prudence sur les routes de Mopti et à Ras Campagne. Sur un tout autre plan, on constate le démarrage un peu difficile de la campagne agricole en 3e région. En cause, quelques ruptures de la pluviométrie enregistrées au tout début de la saison. Producteurs et services agricoles de l'agriculture se donnent la main pour avancer ensemble. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi 4 juillet, date qui comptera pour les membres du nouveau gouvernement. Ils ont pris part aujourd'hui à leur premier conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Dans son discours inaugural, le chef du gouvernement a voulu fixer le cap en donnant des orientations claires liées notamment aux aspirations populaires ou aux grands défis de la transition. Le compte-rendu de Aoulou Touré. Ils étaient tous là, les nouveaux ministres du 10e gouvernement Choguel Kokala Maïga. Étaient également là les anciens, à l'exception notable de celui en charge de la culture, ce qui se comprend aisément, Biennale oblige. Tous attentifs aux instructions de leur chef qui, d'entrée de jeu, a voulu fixer le cap. Ce gouvernement, dit-il, est un gouvernement de mission qui sera jugé à l'aune de ses résultats. Après le soulèvement populaire de 2020, et c'est important de le rappeler, les Maliennes et Maliens étaient porteurs principalement des revendications suivantes. 1. La sécurité sur l'ensemble du territoire national. 2. L'organisation d'élections crédibles et transparentes, y compris la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections, que nous avons aujourd'hui sous le nom d'Autorité indépendante de gestion des élections, EGE, pour minimiser les risques de contestation des élections. 3. La tenue des assises nationales de la refondation, dont certaines recommandations fortes seraient les réformes politiques et institutionnelles, parmi lesquelles l'élaboration d'une nouvelle constitution pour aller vers la 4e République. 4. La lutte implacable contre la corruption et l'impunité. 5. La mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en écartant toute possibilité de partition ou d'atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Il y a bien entendu beaucoup d'autres exigences. J'ai cité les 5 principales qui ont marqué les esprits. À l'heure du bilan, mesdames et messieurs, fort de ces réalisations face aux revendications principales évoquées, je souhaite que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et de dire, je cite, « Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l'insécurité généralisée, les effets post-Covid, les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques, la non-acceptation de fait ou la controverse créée par certaines composantes de la nation, de l'esprit du M5 RFP et du sens profond du changement du 18 août 2020. Les conséquences inattendues de la crise russo-ukrainienne, etc. Dans cet exercice de reddition des comptes, il ne devrait y avoir place pour aucun faux-fuyant de la part des gouvernants, ni aucun jugement subjectif de la part des gouvernés
susceptibles d'altérer leur verdict. Car dans notre pays, très souvent, et vous le savez, les personnalités publiques dépensent beaucoup d'énergie dans les débats crypto-personnels plutôt que de parler des acquis par rapport aux attentes initiales du peuple. Parmi les défis de l'heure, le rayonnement du Mali à l'extérieur. Notre pays doit continuer à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense des intérêts vitaux de notre pays, dans le sens des nouveaux rapports de force que nous avons contribué fort heureusement à créer pour l'affirmation de notre souveraineté, de la défense de l'indépendance, de l'unité, de l'intégrité, de la dignité de notre peuple. Nous devons servir notre pays par l'exemple, avec engagement, abnégation, patriotisme et humilité. L'humilité au nom de laquelle nous devons convaincre et non vaincre ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas d'accord avec nous sur certains sujets, qu'il s'agisse de la nouvelle constitution ou des forces internationales. Nous devons rassurer par la claire vision du gouvernement sur les enjeux fondamentaux du moment, par notre propension à travailler en équipe, dans la collégialité, avec efficacité et efficience, sous la haute conduite du président de la transition. S'adressant au ministre sortant, le chef du gouvernement les a remerciés pour le rapport non négligeable dans le travail gouvernemental. Je tiens particulièrement à saluer leur contribution aux résultats que nous avons collectivement atteints, notamment dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux déplacés internes, de la bonne organisation du concours et examens nationaux, ceux dont les Maliens rêvaient depuis des années, de l'impulsion nouvelle donnée au secteur de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement et de la gestion foncière. Je leur donne ici l'assurance qu'ils n'ont pas démérité et que l'État saura capitaliser leur expérience et leur expertise dans la période nouvelle de la transition qui s'ouvre devant nous avec de nouveaux défis. Toutes les actions devraient s'inscrire dans le respect des 3 principes édictés par le chef de l'État, dira le Premier ministre. Et toujours à la primature où le Premier ministre a reçu successivement le président du conseil d'administration d'Orange Mali et l'ambassadeur de Turquie au Mali. Retrouvons Al-Husseini Touré. Le président du conseil d'administration d'Orange Mali est venu remercier le Premier ministre pour la facilitation de son installation et de l'extension de son réseau au Mali. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion pour nous de lui rendre une visite de courtoisie pour aussi vraiment le remercier pour tout le soutien que Orange Mali reçoit des autorités et qui lui facilite l'exercice de sa mission de service public que l'État malien lui a confiée. Nous avons pu lui partager également les activités qui ont été déroulées sur le premier semestre, notamment le déploiement de 90 nouveaux sites qui ont permis d'étendre la couverture du réseau d'Orange Mali et de pouvoir connecter encore plus de Maliens à notre réseau. Et ça a été l'occasion vraiment de lui réitérer l'engagement de l'ensemble des travailleurs d'Orange Mali à œuvrer pour pouvoir assumer pleinement cette mission de service public et apporter des services de télécommunication de qualité à l'ensemble des Maliens. Et ceci, nonobstant toutes les difficultés opérationnelles que nous pouvons avoir, parfois compte tenu des conditions de sécurité, mais l'ensemble des équipes est mobilisé pour maintenir disponibles les réseaux et services. L'ambassadeur de la République de Turquie au Mali a également été reçu par le chef du gouvernement. Le diplomate turc est venu évoquer les développements futurs des écoles Marif au Mali. Les relations entre la Turquie et le Mali s'améliorent de jour en jour. La Turquie est aujourd'hui citée parmi les partenaires stratégiques du Mali. Et je suis très heureux en tant qu'ambassadeur ici de cette évolution. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, soutient aussi le développement de nos relations. C'est un grand appui pour nous. Et je suis ici avec un des membres du conseil d'administration de la Fondation Marif de Turquie,
est le représentant au Mali de cette fondation. Et nous avons voulu être reçus par son Excellence le Premier ministre pour un échange sur les écoles Maarif et ce qu'on peut faire pour le futur. La coopération entre le Mali et la République de Turquie promet de perspectives heureuses pour nos deux pays. Nouveau gouvernement, premier conseil de cabinet, cérémonie de passation, tout s'enchaîne. Le nouveau ministre de la Communication, élu à son poste depuis ce matin, Almoudou Aguilienne, remplace Maître Aroua Moribo Touré. Le nouveau ministre s'inscrit dans la logique de la continuité. Fouzeini Tunkara, reportage. Poignée de main à double signification. Un signe de revoir pour le ministre sortant de la Communication et un signe de bienvenue pour Alhamdou Aguilienne, le nouveau patron du département de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous assistons à la cérémonie de passation entre les deux personnalités. Les changements que le président de la transition fera s'inscriront dans le sens de la continuité de la philosophie qu'il nous a inculquée, qui consiste seulement à dire on se bat pour la souveraineté de notre pays, que nous sommes souverains dans le choix de nos partenaires et qu'au-dessus de nous, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'intérêt du peuple malien. Le monsieur à côté de moi, c'est un homme engagé que vous allez accompagner dans sa mission, mesdames et messieurs les conseillers. Il a une très grande ouverture d'esprit. Une réciprocité, c'est avec également des mots aimables à l'endroit de son prédécesseur que le ministre Alhamdou Aguilienne entame ses propos. Il s'inscrit dans la logique de la continuité en venant à la tête du département de la Communication. Je suis venu pour continuer, poursuivre, améliorer en cas de besoin ce que mon aîné, le ministre Harouna Touré, a fait. Et pour cela, je compte beaucoup sur vous. Notre pays, le Mali, est à la croisée des chemins. Il y a un plan de travail du gouvernement de la transition qui s'inspire lui-même des recommandations des assises nationales que chaque ministre fait et que chaque ministre qui viendra pendant la transition est obligé de suivre. En ce qui vous concerne, avec moi maintenant, c'est d'assurer une communication saine, c'est de mettre une économie numérique très efficace dans l'intérêt de nos populations et c'est d'accélérer la modernisation de l'administration, toujours dans l'intérêt du service public. Avant de rejoindre la salle pour le cérémonial, les deux ministres ont eu un tête-à-tête, certainement pour les derniers détails. Et suite au réaménagement intervenu dans le gouvernement, nous avons reçu des communiqués, l'ADEMA PAJ, l'ADEMA Espoir pour la démocratie et la République. Le mouvement Ensemble Sauvons le Mali félicite les nouveaux ministres et remercie les ministres sortants pour le travail accompli. Ils expriment leur soutien aux autorités de la transition pour les décisions prises dans le cadre de la souveraineté du Mali. Ils sont de retour. Ce sont les pèlerins maliens. Le premier vol de la compagnie Egypt Air, avec à son bord 290 pèlerins de la filière gouvernementale, est arrivé ce mardi matin. Nos désormais Hadj et Hadja s'y réjouissent d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam et nous confient d'avoir beaucoup prié pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Aridou Matina, Aboukouni. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou, c'est mardi matin à 9h, arrivée du premier vol des pèlerins maliens, notamment ceux de la filière gouvernementale. À bord de la compagnie Egypt Air, 290 pèlerins. Et c'est un sentiment du devoir accompli qui se lisait sur le visage des pèlerins à leur descente d'avion. Pendant ces 22 jours, nous avons visité, nous avons prié pour nous, pour nos proches et en particulier pour le pays. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, en même temps, je remercie le gouvernement de transition qui a tout mis en œuvre pour que tout ça se passe dans les bonnes conditions et en même temps nous fournissant des habits avec lesquels nous avons fait le pèlerinage. Vraiment, alhamdoulilah, nous louons le bon Dieu de nous avoir accordé la chance de faire tous les rituels du Hajj. On a beaucoup prié pour le pays, la nation entière. Et nous avons prié aussi pour que Dieu donne la force et les bonnes stratégies à nos autorités pour pouvoir mener à bon le bateau.
Tout comme au départ à la Mecque, la compagnie égyptienne rassure d'avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le retour des 8000 pèlerins qui sont à son compte. Nous allons continuer avec le reste du vol jusqu'au 16, Inch'Allah. Mon équipe, ma société, avec l'appui de tous les services aéroportuaires du Mali, les autorités, la maison de Hajj, Inch'Allah. Le premier vol en termes d'arrivée constitue le premier vol charter des pèlerins après le Hajj d'Arabie Saoudite à destination d'un pays africain. Tout un symbole. Je tiens à remercier l'équipe qui a accompagné les pèlerins à la Mecque. Cette année, on avait 70% des personnes âgées qui ont dépassé le 3e âge. Ce qui était la difficulté énorme, mais malgré tout ça a été transcendé par l'équipe qui a accompagné les pèlerins à la Mecque. Deuxième chose, on salue aussi les pèlerins maliens pour leur discipline et pour leur patience. Troisième chose, on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les blessés cette année. Nous venons d'être dans l'avion à assister des blessés après le pèlerinage. Au programme, d'autres arrivées sont prévues dans les heures qui viennent. Les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes, un atelier sur la table, l'évaluation de l'ancien plan d'action et l'élaboration du nouveau plan pour les 5 années à venir en matière de lutte. Parmi les acquis de l'ancien plan, la formation des acteurs de la chaîne pénale, la protection des victimes de traite et des actions de plaidoyer. Koumba Sissé. Au Mali, la lutte contre la traite des personnes reste un problème majeur. Pour mieux faire face à ce problème, l'ancien plan d'action quinquennal en phase d'évaluation et l'élaboration des nouveaux plans pour la période 2023-2027 sont au centre d'un atelier de 3 jours. Il est organisé par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées et ses partenaires tels que OIM, ONIDC, Compass. Par rapport à l'ancien plan qui échu, s'articulait autour des 4 P, notamment la protection, la poursuite, la prévention et le partenariat. Donc ces 4 P nous ont quand même permis de faire beaucoup de formations, notamment des acteurs de la chaîne pénale et toutes les parties prenantes dans la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Malgré la Covid-19 qui a touché pratiquement le monde entier, les activités du comité ont continué, notamment tout ce qui concernait la formation, la protection des victimes de traite, le plaidoyer. C'est sur le financement du Royaume des Pays-Bas que ces activités ont été rendues possibles. Les Pays-Bas sont actifs dans ce domaine depuis un certain temps déjà. Je reste convaincu que cette dynamique de partenariat constructif permet d'obtenir de nombreux résultats. Le terrorisme, le réseau criminel organisé, la pesanteur culturelle, ce sont là quelques facteurs qui ne cessent de faire des victimes. Conscient des enjeux liés à ce phénomène, le gouvernement de la République du Mali a signé la plupart des instruments juridiques sous-régionaux, régionaux et internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, et ses protocoles additionnels, le 15 décembre 2000, et les a ratifiés le 12 avril 2002. Au nombre des accords, il convient de citer le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, et celui relatif à la lutte contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer. Dans ce nouveau plan quinquennal, les acteurs souhaitent souligner toutes les initiatives visant à améliorer la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées afin que cette lutte soit une réalité dans notre pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a remis un important lot de matériel au groupe musical de la police nationale. La cérémonie de remise a enregistré la présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouélé et le directeur de la police nationale, que je vous invite d'ailleurs d'écouter au micro de Boubacar Kanouti. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une remise exceptionnelle de matériel de musique à notre groupe musique de la police par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et je dois rapidement dire que nous sommes très heureux, nous sommes très ravis parce que ce matériel nous faisait crucialement défaut depuis des années.
Nous avons un groupe qui est très talentueux, qui est très engagé, qui a beaucoup de détermination, mais qui n'avait pas assez d'équipement dans ce domaine-là. Et donc avec ce matériel offert par le ministre de la Défense et des anciens combattants, nous pouvons désormais compter sur la section musique de la police pour faire de belles prestations à l'occasion des cérémonies. C'est de prendre soin de ce matériel précieux, de ce matériel très coûteux. Nous connaissons déjà un peu les coûts d'acquisition, donc vraiment de faire en sorte que, avec ce matériel, que l'image du corps, l'image de toutes les forces armées de défense et de sécurité soit davantage améliorée. Rencontre dans cette édition de certains anciens de la Biennale artistique et culturelle. Mais avant, je vous invite à écouter Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Damele Madina Sissoko, appelle à la prudence et au respect du code de la route dans la ville de Mopti et en rase campagne, des propos recueillis par Nouhoum Sissoko. L'édition 2023 de cet événement national enregistre une participation record des représentants des 19 régions, en plus du district de Bamako. La Biennale artistique et culturelle, qui engendre une exceptionnelle mobilité sur les routes, en ville et en rase campagne, n'est pas exempte des risques pour la sécurité routière. Elle en appelle à prendre les mesures pour la prévention des accidents de la circulation routière. La mobilité sera très importante sur les routes, que ce soit sur la route nationale numéro 6 et les voiries urbaines de la ville de Mopti et de Sévaré. L'essence et la solennité de la Biennale, l'effervescence qui caractérise l'événement sont incompatibles, notamment avec l'excès de vitesse, les mauvais dépassements, les stationnements dangereux, la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet des stupéfiants, l'usage du téléphone au volant ou au guidon, la conduite en état de fatigue ou de somnolence, la phobie du casque de protection. Il ne nous sied pas, en tant qu'usagers de la route, ayant souci de la sécurité individuelle et de la sécurité collective, d'adopter des comportements déviants, en délicatesse avec les codes de la route et en rupture avec nos valeurs de société, qui puissent créer un spectacle de désolation sur la voie publique. À cet égard, j'invite l'ensemble des usagers de la route à redoubler de prudence, de courtoisie et de responsabilité avant, pendant et après cet événement majeur d'intérêt public éminent. Je souhaite ardemment que la joie, l'enthousiasme, la fierté et l'euphorie inhérents à la manifestation artistique et culturelle qui polarise l'attention de toute la nation ne nous fassent pas perdre de vue la sobriété, la civilité et la dignité qui caractérisent l'homme malien dans la célébration de la victoire. Voilà, il faut aller doucement pour ne pas gâcher la fête. Dans notre grande édition d'hier soir, nous vous avons fait visiter les infrastructures qui vont abriter du 6 au 16 juillet prochain la Biennale artistique et culturelle, 23e édition. Ce soir, c'est le chef de l'exécutif, accompagné du président de la Commission nationale d'organisation des autorités communales et des légitimités traditionnelles de la région, qui est allé s'enquérir de l'état des lieux afin de voir si tout est sur pied pour la bonne tenue de l'événement national. Boubacar Sankari, Omar Maïga, Djakalia Traoré suivaient le colonel-major Abbas Dameli. Cette visite du gouverneur de la région de Mopti vise à s'enquérir des conditions d'hébergement des différentes délégations venues de 19 régions et du district de Bamako. Cela en vue d'apporter des solutions idoines. Cette revue de troupes nous a permis de relever essentiellement quelques points. Le premier point, c'est quoi? Le travail abattu par la commission régionale.
et par les autorités, les élus et les populations de Mopti pour accueillir, pour assainir et pour vraiment que les délégations soient dans de bonnes conditions. Cela est remarquable, il faut le relever. En deuxième lieu, l'allégresse que ça produit déjà. La réussite de la Biennale édition 2023 à Mopti, c'est de pouvoir faire face avec succès à 2 challenges. 1, montrer une cohésion sociale renforcée. Et en deuxième lieu, montrer à la face du monde la circonscription même de la problématique sécuritaire qui sévit dans la région. Au pas de charge, le gouverneur de Mopti a rendu visite aux différentes troupes. Il s'agit de celles de Taoudeni, Kidal, Mopti, Kai, Kita, Tombouctou, Gao, entre autres. Depuis que nous sommes arrivés, on nous a accueillis depuis l'aéroport jusqu'à notre site d'hébergement. Nous avons trouvé les organisateurs sur place et même nos premiers aliments, les manger, ont été donnés par les quartiers ou les Djatigui qui nous accueillent. Pour ça, vraiment, nous tenons à remercier vraiment l'ensemble de la commission d'organisation, y compris monsieur le gouverneur en tête, pour vraiment le travail abattu. Nous avons quitté Kidal, nous sommes arrivés à Mopti, nous sommes chez nous, nous allons compétir comme toutes les autres régions et Inch'Allah, c'est la jeunesse du Mali qui gagnera. Pour rappel, la biennale débute ce 6 juillet au stade de Barema Bokoum, elle va durer 10 jours. À présent, plongeons ensemble dans les souvenirs des biennales passées. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de certains anciens. C'est comme si on y était encore, les souvenirs sont encore vivaces. À leur époque, c'était l'amour de la patrie, l'épanouissement de la culture, la quête de la cohésion sociale. Retrouvons Boubacar Sankari. La biennale artistique et culturelle a beaucoup contribué au rayonnement de la culture, à l'unité nationale et au brassage des jeunes. Elle est aussi un enracinement en soi et l'ouverture à l'autre. Évoquer la biennale ou les semaines nationales de la jeunesse, c'est faire état de la renaissance culturelle du Mali à travers cette compétition. Une compétition pour permettre, dans un premier temps, de cultiver l'esprit du patriotisme et d'appartenance à la même nation. La notion de brassage, d'amitié, de connaissance du pays à travers la diversité culturelle, linguistique, la créativité. Ceci a fait que le Mali a un label, si vous voulez, une marque déposée dans la sous-région. La biennale a aussi servi de cadre à l'éducation des jeunes et à la citoyenneté. L'internat sérieux. Les filles ont leur côté, nous aussi, les garçons aussi ont leur côté. Nous, on suit que seulement ce que le maître nous dit. Couchez-vous à telle heure, réveillez-vous à telle heure, venez danser et arrêtez. Faites comme ça, faites comme ça. On était très disciplinés. À l'époque, là, on ne nous payait pas. On nous intéressait quand même, mais on ne payait pas. Mais maintenant, quand un enfant fait quelque chose, si tu ne le payes pas, il ne revient pas. Là où je pars, dans le Mali aujourd'hui, je peux avoir un logeur là-bas. La biennale, c'est aussi la découverte de nouveaux talents et la formation des pépinières d'artistes. Le Kanaka a toujours posé sa petite pierre sur l'édifice national en matière de musique, Fessori Bamba, qui est le fondateur même de cet orchestre depuis les années 60. Et comme vous le savez, il a été en France, en Côte d'Ivoire, il a rehaussé le drapeau malien un peu partout dans le monde. Ensuite, il y a Mamadou Dambélé, dit Coco Dambélé, connu aussi sous le nom de Hugo Frey, et qui fait carrière solo maintenant avec le reggae. Cet événement culturel majeur ressasse de vieux souvenirs chez les anciens acteurs de la culture. En 1960, pour les jeux de jeunesse ancienne le Mali devait se présenter avec une troupe artistique. Ça, c'est la première organisation de la jeunesse malienne pour participer aux jeux de Nsenki. Très heureusement, Mopti a présenté un ballet, une grande danse avec un solo. 10 ans après le coup d'État, avec Moussa Traoré, on a organisé des biennales. On fait une biennale artistique et culturelle. Après, on fait une biennale sportive. Cela aussi a marché. Beaucoup des années, la jeunesse s'est retrouvée
les activités se passaient très bien. On s'embrassait, on était ensemble, on était une seule jeunesse malienne, sans difficulté. Pour rappel, la Biennale artistique et culturelle édition 2023 aura lieu du 6 au 16 juillet 2023 à Mopti et mettra en compétition les 19 régions administratives et le district de Bamako. Et je vous rappelle que l'ERTM est déjà sur place. L'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali et la Banque mondiale attirent l'attention des autorités maliennes sur le rôle et la place des femmes dans les questions foncières. Une table ronde vient d'être initiée en la matière dans le contexte du Sahel et de l'Afrique. Boubacar Babli-Touré pour plus de précisions. Suite à une enquête menée par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali sur les conflits fonciers dans la région de Mopti il y a de cela quelques mois, il a été démontré que les femmes sont les principales victimes de ces litiges fonciers. Et pourtant, elles constituent des leviers importants dans la gestion des crises. Comment attirer l'attention des décideurs pour donner à la femme la place qui est la sienne? C'est tout le sens de cette table ronde sur le thème « Rôle des femmes dans les conflits fonciers au Mali, dans le contexte du Sahel et l'Afrique ». Quand on a lancé ce processus qui n'a pas encore fini, on a vu immédiatement, on a identifié la nécessité d'approfondir sur la question du rôle des femmes dans les conflits fonciers. C'est à partir de cette définition académique qu'on a lancé à l'ambassade d'Espagne cette table ronde en collaboration avec la Banque mondiale. Le cadre d'échange a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques relatives aux conflits fonciers, le rôle de la femme dans la gestion des crises multidimensionnelles, l'accès des femmes au logement, à la terre et à la propriété, le niveau de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies. Dans une société patriarcale où la femme, le pouvoir, c'est entre les mains des hommes, donc parfois les femmes ont accès à la terre, mais elles ne peuvent rien décider. Elles ne gèrent pas cette terre-là. Donc on a eu beaucoup d'expérience dans ce domaine sur le terrain. Ces conflits sont exacerbés par le changement climatique et la pression démographique. Les femmes, on le sait, pourront jouer un rôle très important dans la mitigation de ces conflits. La voix de la femme peut passer par leur autonomisation économique en utilisant des critères, par exemple, du Women Business and Law, très récent en 2023. On a noté que les femmes maliennes ne disposent que de 64% des droits accessibles à l'homme malien. Cette table ronde sera sanctionnée par des recommandations, lesquelles les recommandations seront soumises aux autorités du pays pour une meilleure prise en compte du genre dans les questions foncières. 127 de nos compatriotes sont arrivés cet après-midi au Mali en provenance de la Libye. Ouf de soulagement pour eux qui vivaient un véritable calvaire dans les prisons de Tripoli. Ces femmes, hommes et enfants ont pu regagner la mère patrie grâce aux efforts de l'État appuyés par l'Organisation internationale pour les migrants, Bemba Sibi. Fin de calvaire pour 127 Maliens rapatriés de la Libye, parmi eux 36 enfants, 14 femmes et 77 hommes. Ils étaient incarcérés dans des prisons privées en Libye. Je suis parti en Libye pour tenter de regagner l'Europe. Je n'ai pas pu y arriver. Au contraire, pendant plus d'une année, j'étais dans ce calvaire. Mais grâce aux autorités maliennes, avec l'appui de l'OIM, j'ai pu retourner au Mali. Par la grâce de Dieu, je les remercie infiniment. J'ai vécu 37 ans durant à Tripoli. Aujourd'hui, je suis retourné sans mes affaires. Je demande aux autorités de mettre plus de moyens à la disposition du consulat malien et du bureau local du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui sont au four et au moulin pour aider les Maliens en difficulté. Des compatriotes qui ont énormément aidé l'État et l'Organisation internationale pour les migrants dans l'identification et le recensement de ces personnes dans les prisons privées libyennes en vue de leur rapatriement. Ceux qui viennent d'arriver ne vont pas directement chez eux. Vous avez vu, parmi eux, il y a des malades. Il y a 3 malades
Donc ils vont directement à la cité d'accueil des Maliens de l'extérieur, qui a une capacité d'accueil de plus de 200 lits, qui va les accueillir. Nous allons les garder là-bas pendant 3 jours. Ils seront logés, ils seront nourris, ils seront soignés et nous allons faire un travail d'identification, un travail de fourmi pour savoir qu'est-ce qu'ils savent faire. Après quoi, ils vont intégrer le programme d'insertion socio-économique pour leur permettre de reprendre une vie normale après le périple libyen. Parlons de la reprise du trafic ferroviaire sur le tronçon de Kaya du 9 juin à ce jour. 4 juillet 2023, plus de 8600 passagers ont été transportés en 17 voyages aller-retour et des tonnes de bagages convoyés. Un temps de trajet 14 heures avec de nombreux arrêts. Le besoin est là et pour combler les attentes des populations, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, Sopafer, a ouvert des guichets supplémentaires à Kaya et à Bamako. Jules Sambou Sissoko nous fait le point. La reprise du trafic ferroviaire voyageur est incontestablement un moment historique car les travailleurs ou cheminots et les populations, surtout riveraines de Bamako à Kaya, l'attendaient avec impatience depuis plusieurs années. L'engouement suscité en dit long à travers les gares de Kita, Tukoto, Mahina, Djamou et Kaya. La relance du trafic ferroviaire est une volonté politique très forte de son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Du chef de gouvernement, de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures et aussi également du ministre de l'Économie et des Finances. Il faut indiquer que c'est l'œuvre aussi de l'ensemble des cheminots qui ont travaillé jour et nuit pour que cette relance puisse être effective depuis le 9 juin 2023 avec le premier train qui a quitté Kaya pour Bamako. Du 9 juin au 30 juin, nous avons effectué 17 voyages, aller-retour Bamako, Kaya, Kaya, Bamako, avec un nombre de passagers transportés de 8673 personnes, voilà, mais également des milliers de tonnes. Après avoir sifflé 3 fois avant de démarrer le 3 juin dernier, le train fait son parcours normal comme prévu entre Kaya et Bamako. On a dû travailler sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects pour qu'on puisse se relancer. Et relancer cette fois-ci pour que ça ne s'arrête plus jamais. Aujourd'hui, on peut dire que les choses se passent normalement, voilà, mais comme vous l'avez indiqué, il y a des difficultés. Donc ces difficultés, nous y travaillons pour pouvoir les surmonter. Nous faisons face à une très forte demande. Voilà, cette forte demande aussi s'explique par le contexte actuel de la reprise du trafic, également par le fait que nous offrons aujourd'hui un cadre de sécurité et de confort. La Sopafer, sous l'impulsion du ministère des Transports et des Infrastructures, multiplie des initiatives pour satisfaire les populations avec l'ouverture des guichets supplémentaires à Bamako et Kaya. Les 2 grandes gares de départ, notamment Bamako et Kaya, lorsqu'on fait les ventes des billets dans ces 2 grandes gares, nous sommes obligés de réserver des sièges, des places pour les gares intermédiaires. Avec l'affluence, nous avons augmenté le nombre de guichets. Et nous organisons également les files pour que les gens ne puissent pas perdre trop de temps. Nous demandons à la population de nous aider, de nous accompagner dans la dénonciation des comportements qui peuvent vraiment nuire à la pérennisation de l'activité ferroviaire. Le rôle et la place du train voyageur sont importants dans le désenclavement intérieur et extérieur du Mali. C'est pourquoi ce patrimoine doit être bien entretenu et géré de façon rigoureuse pour le bonheur des populations. La pérennisation du trafic voyageur passe par là. Sur un tout autre plan, on constate le démarrage un peu difficile de la campagne agricole en 3e région en cause à quelques ruptures de la pluviométrie enregistrées au tout début de la saison. Producteurs et services régionaux de l'agriculture se donnent la main pour avancer ensemble. Au RTM Sikasso, Moustapha Doumbia, Adama Dolo. La campagne agricole 2023 s'annonce prometteuse malgré un démarrage difficile marqué par l'irrégularité des pluies. Un constat général de l'avis des producteurs et du service technique régional en charge de l'agriculture qui couvre les cercles de Sikasso et Kadiolo. Nous avons assisté à un démarrage précoce des pluies
qui, courant première décade du mois de juin, a connu un ralentissement qui a affecté le rythme. Au jour d'aujourd'hui, la pluviométrie s'est normalisée. Comme objectif, nous avons au niveau du riz, toutes catégories confondues, 83 484 hectares comme objectif. À ce jour, nous avons réalisé 42 705 hectares, soit un taux de réalisation de 50%. Ça, c'est pour le riz. Et pour les céréales, nous avons un objectif de 551 190. À ce jour, nous avons réalisé 301 009 hectares, soit un taux de réalisation de 54,61%. La fréquence des pluies ces derniers temps a permis à bon nombre de producteurs de commencer les semis. Pourtant, quelques rares champs présentent à ce jour des physionomies encourageantes. L'hivernage a connu un démarrage difficile. Les pluies ont été irrégulières au départ, mais pas au point d'affecter les semis. Sinon, j'ai semé mon champ d'arachide de 2 hectares le 11 mai. Il y a eu des ruptures dans la pluviométrie, mais sans impact sur mon champ. Sigasso est une zone de grande production de patates douces. Les producteurs de cette plante à tubercules sont pour la plupart au stade de l'installation. La pluie n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. Ça va maintenant, mais nous accusons du retard dans les travaux. Nous sommes encore sur les champs de patates douces. C'est un retard vraiment. La direction régionale de l'agriculture conseille aux producteurs de choisir des semences adaptées au changement climatique en tenant compte des informations météorologiques. Espérons que la météo sera bonne sur toute l'étendue du territoire. On en saura plus dans une poignée de minutes avec Abdoulaye Keïta qui va justement nous donner les nouvelles du temps. Demain, 13h, Abdoulaye Sako. Un grand merci à nos téléspectateurs de Djidjan, Kenyeba, Loulou Goukoto. C'est dans la région de Kaya. Point final à ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 20h sur ORTM1. Bonsoir à tous.